Chapitre 9. Le mystérieux coupé. Cette soirée tragique fut mauvaise pour tout le monde. La Carlotta était tombée malade. Quant à Christine Daae, elle avait disparu après la représentation. 15 jours s'étaient écoulés sans qu'on l'eût revue au théâtre, sans qu'elle se fût montrée hors du théâtre. Il ne faut pas confondre cette première disparition, qui se passa sans scandale, avec le fameux enlèvement qui, à quelque temps de là, devait se produire dans des conditions si inexplicables et si tragiques. Raoul fut le premier, naturellement, à ne rien comprendre à l'absence de la diva. Il lui avait écrit à l'adresse de Madame Valerius et n'avait pas reçu de réponse. Il n'en avait pas d'abord été autrement étonné, connaissant son état d'esprit et la résolution où elle était de rompre avec lui toute relation, sans que, du reste, il en eût pu encore deviner la raison. Sa douleur n'en avait fait que grandir, et il finit par s'inquiéter de ne voir la chanteuse sur aucun programme. On donna Faust sans elle. Un après-midi, vers 5 heures, il fut s'enquérir auprès de la direction des causes de cette disparition de Christine Daae. Il trouva des directeurs fort préoccupés. Leurs amis eux-mêmes ne les reconnaissaient plus. Ils avaient perdu toute joie et tout entrain. On les voyait traverser le théâtre, tête basse, le front soucieux, et les joues pâles, comme s'ils étaient poursuivis par quelque abominable pensée, ou en proie à quelque malice du destin qui vous prend son homme et ne le lâche plus. La chute du lustre avait entraîné bien des responsabilités, mais il était difficile de faire s'expliquer, messieurs les directeurs, à ce sujet. L'enquête avait conclu à un accident, survenu pour cause d'usure des moyens de suspension. Mais encore aurait-il été du devoir des anciens directeurs, ainsi que des nouveaux, de constater cette usure et d'y remédier avant qu'elle ne déterminât la catastrophe. Et il me faut bien dire que messieurs Richard et Moncharmin apparurent à cette époque si changés, si lointains, si mystérieux, si incompréhensibles, qu'il y eut beaucoup d'abonnés pour imaginer que quelque événement plus affreux encore que la chute du lustre avait modifié l'état d'âme de messieurs les directeurs. Dans leurs relations quotidiennes, ils se montraient fort impatients, excepté cependant avec Madame Giry qui avait été réintégrée dans ses fonctions. On se doute de la façon dont ils reçurent le comte de Chagny, quand celui-ci vint leur demander des nouvelles de Christine. Ils se bornèrent à lui répondre qu'elle était en congé. Il demanda combien de temps devait durer ce congé. Il lui fut répliqué assez sèchement qu'il était illimité, Christine Daae l'ayant demandé pour cause de santé. « Elle est donc malade ?» s'écria-t-il. « Qu'est-ce qu'elle a ?»« Nous n'en savons rien. »« Vous ne lui avez donc pas envoyé le médecin du théâtre ?»« Non, elle ne l'a point réclamé, et comme nous avons confiance en elle, nous l'avons crue sur parole. » L'affaire ne parut point naturelle à Raoul, qui quitta l'opéra en proie aux plus sombres pensées. Il résolut, quoi qu'il pût arriver, d'aller aux nouvelles chez la maman Valerius. Sans doute se rappelait-il les termes énergiques de la lettre de Christine, qui lui défendait de tenter quoi que ce fût pour la voir. Mais ce qu'il avait vu à Perros, ce qu'il avait entendu derrière la porte de la loge, la conversation qu'il avait eue avec Christine au bord de la lande, lui faisait pressentir quelque machination qui, pour être tant soit peu diabolique, n'en restait pas moins humaine. L'imagination exaltée de la jeune fille, son âme tendre et crédule, l'éducation primitive qui avait entouré ces jeunes années d'un cercle de légendes, la continuelle pensée de son père mort, et surtout l'état de sublime extase où la musique la plongeait dès que cet art se manifestait à elle, dans certaines conditions exceptionnelles, n'avait-il point été amène d'en juger ainsi lors de la scène du cimetière? Tout cela lui apparaissait comme devant constituer un terrain moral propice aux entreprises malfaisantes de quelques personnages mystérieux et sans scrupules. De qui Christine Daae était-elle la victime? Voilà la question fort sensée que Raoul se posait en se rendant en toute hâte chez la maman Valerius. Car le vicomte avait un esprit des plus sains.
Sans doute il était poète et aimait la musique dans ce qu'elle avait de plus ailé. Et il était grand amateur de vieux contes bretons où dansent les corrigans. Et par-dessus tout, il était amoureux de cette petite fée du Nord qu'était Christine Daae. Il n'empêche qu'il ne croyait au surnaturel qu'en matière de religion, et que l'histoire la plus fantastique du monde n'était pas capable de lui faire oublier que 2 et 2 font 4. Qu'allait-il apprendre chez la maman Valérius ? Il en tremblait en sonnant à la porte d'un petit appartement de la rue Notre-Dame-des-Victoires. La soubrette, qui, un soir, était sortie devant lui de la loge de Christine, vint lui ouvrir. Il demanda si madame Valérius était visible. On lui répondit qu'elle était souffrante, dans son lit, et incapable de recevoir. « Faites passer ma carte, dit-il. » Il n'attendit point longtemps. La soubrette revint et l'introduisit dans un petit salon assez sombre et sommairement meublé, où les 2 portraits du professeur Valérius et du père Daae se faisaient vis-à-vis. « Madame s'excuse auprès de monsieur le vicomte, dit la domestique. Elle ne pourra le recevoir que dans sa chambre, car ses pauvres jambes ne la soutiennent plus. » 5 minutes plus tard, Raoul était introduit dans une chambre quasi obscure, où il distingua tout de suite, dans la pénombre d'une alcôve, la bonne figure de la bienfaitrice de Christine. Maintenant, les cheveux de la maman Valérius étaient tout blancs, mais ses yeux n'avaient pas vieilli. Jamais, au contraire, son regard n'avait été aussi clair, ni aussi pur, ni aussi enfantin. « Monsieur de Chagny, fit-elle joyeusement, en tendant les 2 mains au visiteur. « Ah, c'est le ciel qui vous envoie. Nous allons pouvoir parler d'elle. » Cette dernière phrase sonna aux oreilles du jeune homme bien lugubrement. Il demanda tout de suite. « Madame, où est Christine ?» Et la vieille dame lui répondit tranquillement. « Mais elle est avec son bon génie. »« Quel bon génie ?» s'écria le pauvre Raoul. « Mais l'ange de la musique !» Le vicomte de Chagny, consterné, tomba sur un siège. Vraiment, Christine était avec l'ange de la musique, et la maman Valérius dans son lit lui souriait en mettant un doigt sur sa bouche pour lui recommander le silence. Elle ajouta : « Il ne faut le répéter à personne. »« Vous pouvez compter sur moi, » répliqua Raoul, sans savoir bien ce qu'il disait, car ses idées sur Christine, déjà fort troubles, s'embrouillaient de plus en plus, et il semblait que tout commençait à tourner autour de lui, autour de la chambre, autour de cette extraordinaire brave dame en cheveux blancs, aux yeux de ciel bleu pâle, aux yeux de ciel vide. « Vous pouvez compter sur moi. »« Je sais, fit-elle, avec un bon rire heureux. « Mais approchez-vous donc de moi, comme lorsque vous étiez tout petit. Donnez-moi vos mains, comme lorsque vous me rapportiez l'histoire de la petite Lotte que vous avez contée le père Daae. Je vous aime bien, vous savez, monsieur Raoul. Et Christine aussi vous aime bien. »« Elle m'aime bien, » soupira le jeune homme, qui rassemblait difficilement sa pensée autour du génie de la maman Valérius, de l'ange dont lui avait parlé si étrangement Christine, de la tête de mort qu'il avait entrevue dans une sorte de cauchemar sur les marches du maître-autel de Pérouse, et aussi du fantôme de l'opéra, dont la renommée était venue jusqu'à son oreille un soir qu'il s'était attardé sur le plateau, à 2 pas d'un groupe de machinistes qui rappelait la description cadavérique qu'en avait faite avant sa mystérieuse fin le pendu, Joseph Buquet. Il demanda à voix basse : « Qu'est-ce qui vous fait croire, madame, que Christine m'aime bien ? Elle me parlait de vous tous les jours. » « Vraiment ? Et qu'est-ce qu'elle vous disait ? » Elle m'a dit que vous lui aviez fait une déclaration. » Et la bonne vieille se prit à rire avec éclat, en montrant toutes ses dents qu'elle avait jalousement conservées. Raoul se leva, le rouge au front, souffrant atrocement. « Eh bien, où allez-vous ? Voulez-vous bien vous asseoir ? Vous croyez que vous allez me quitter comme ça ? Vous êtes fâché parce que j'ai ri. Je vous en demande pardon. Après tout, ce n'est point de votre faute ce qui est arrivé. Vous ne saviez pas. Vous êtes jeune
Et vous croyez que Christine était libre ? Christine est fiancée ? Demanda d'une voix étranglée le malheureux Raoul. Mais non, vous savez bien que Christine, le voudrait-elle, ne peut pas se marier. Quoi ? Mais je ne sais rien. Et pourquoi Christine ne peut-elle pas se marier ? Mais à cause du génie de la musique. Encore ? Oui, il le lui défend. Il le lui défend. Le génie de la musique lui défend de se marier. Raoul se penchait sur la maman Valérius, la mâchoire avancée, comme pour la mordre. Il eut envie de la dévorer, qu'il ne l'eût point regardée avec des yeux plus féroces. Il y a des moments où la trop grande innocence d'esprit apparaît tellement monstrueuse qu'elle en devient haïssable. Raoul trouvait madame Valérius par trop innocente. Elle ne se douta point du regard affreux qui pesait sur elle. Elle reprit, de l'air le plus naturel. « Oh, il le lui défend, sans le lui défendre. Il lui dit simplement que si elle se mariait, elle ne l'entendrait plus. Voilà tout. Et qu'il partirait pour toujours. Alors vous comprenez, elle ne veut pas laisser partir le génie de la musique. C'est bien naturel. » « Oui, obtempéra Raoul dans un souffle. C'est bien naturel. Du reste, je croyais que Christine vous avait dit tout cela, quand elle vous a trouvé à Perros, où elle était allée avec son bon génie. Ah, elle était allée à Perros, avec le bon génie. C'est-à-dire qu'il lui avait donné rendez-vous là-bas dans le cimetière de Perros, sur la tombe de Daae. Il lui avait promis de jouer la résurrection de Lazare sur le violon de son père. Raoul de Chagny se leva et prononça ces mots décisifs avec une grande autorité. « Madame, vous allez me dire où il demeure, ce génie-là. » La vieille dame ne parut point autrement surprise de cette question indiscrète. Elle leva les yeux et répondit. « Au ciel ?» Tant de candeur le dérouta. Une aussi simple et parfaite foi dans un génie qui tous les soirs descendait du ciel pour fréquenter les loges d'artistes à l'opéra, le laissa stupide. Il se rendait compte maintenant de l'état d'esprit dans lequel pouvait se trouver une jeune fille élevée entre un ménétrier superstitieux et une bonne dame illuminée. Et il frémit en songeant aux conséquences de tout cela. Christine est-elle toujours une honnête fille ? Ne put-il s'empêcher de demander tout à coup. « Sur ma part de paradis, je le jure !» s'exclama la vieille, qui cette fois parut outrée. « Et si vous en doutez, monsieur, je ne sais pas ce que vous êtes venu faire ici. » Raoul arrachait ses gants. Il y a combien de temps qu'elle a fait la connaissance de ce génie ? Environ 3 mois. Oui, il y a bien 3 mois qu'il a commencé à lui donner des leçons. Le vicomte étendit les bras dans un geste immense et désespéré, et il les laissa retomber avec accablement. Le génie lui donne des leçons. Et où ça ? Maintenant qu'elle est partie avec lui, je ne pourrais vous le dire, mais il y a 15 jours, cela se passait dans la loge de Christine. Ici, ce serait impossible, dans ce petit appartement, toute la maison l'entendrait. Tandis qu'à l'opéra, à 8 heures du matin, il n'y a personne. On ne les dérange pas, vous comprenez ? Je comprends, s'écria le vicomte, et il prit congé avec précipitation de la vieille maman, qui se demandait en aparté si le vicomte n'était pas un peu toqué. En traversant le salon, Raoul se retrouva en face de la soubrette, et un instant, il eut l'intention de l'interroger, mais il crut surprendre sur ses lèvres un léger sourire. Il pensa qu'elle se moquait de lui. Il s'enfuit. N'en savait-il pas assez ? Il avait voulu être renseigné. Que pouvait-il désirer de plus ? Il regagna le domicile de son frère à pied, dans un état à faire pitié. Il eût voulu se châtier, se heurter le front contre les murs. Avoir cru à tant d'innocence, à tant de pureté, avoir essayé un instant de tout expliquer avec de la naïveté, de la simplicité d'esprit, de la candeur immaculée. Le génie de la musique. Il le connaissait maintenant. Il le voyait. C'était, à n'en plus douter, quelque affreux ténor, joli garçon,
et qui chantait la bouche en cœur. Il se trouvait ridicule et malheureux à souhait. Ah, le misérable, petit, insignifiant et niais jeune homme que monsieur le vicomte de Chagny, pensait rageusement Raoul. Et elle, quelle audacieuse et sataniquement rouée créature. Tout de même, cette course dans les rues lui avait fait du bien, rafraîchi un peu la flamme de son cerveau. Quand il pénétra dans sa chambre, il ne pensait plus qu'à se jeter sur son lit pour y étouffer ses sanglots. Mais son frère était là, et Raoul se laissa tomber dans ses bras comme un bébé. Le comte, paternellement, le consola, sans lui demander d'explication. Du reste, Raoul eût hésité à lui narrer l'histoire du génie de la musique. S'il y a bien des choses dont on ne se vante pas, il en est d'autres pour lesquelles il y a trop d'humiliation à être plaint. Le comte emmena son frère dîner au cabaret. Avec un aussi frais désespoir, il est probable que Raoul eût décliné, ce soir-là, toute invitation. Si, pour le décider, le comte ne lui avait appris que la veille au soir, dans une allée du bois, la dame de ses pensées avait été rencontrée en galante compagnie. D'abord, le vicomte n'y voulut point croire. Et puis, il lui fut donné des détails si précis qu'il ne protesta plus. Enfin, n'était-ce point là l'aventure la plus banale ? On l'avait vue dans un coupé dont la vitre était baissée. Elle semblait aspirer longuement l'air glacé de la nuit. Il faisait un clair de lune superbe. On l'avait parfaitement reconnu. Quant à son compagnon, on n'en avait distingué qu'une vague silhouette dans l'ombre. La voiture allait au pas dans une allée déserte, derrière les tribunes de Longchamp. Raoul s'habilla avec frénésie, déjà prêt, pour oublier sa détresse, à se jeter, comme on dit, dans le tourbillon du plaisir. Hélas, il fut un triste convive, et ayant quitté le comte de bonne heure, il se trouva vers 10 heures du soir dans une voiture du Cercle, derrière les tribunes de Longchamp. Il faisait un froid de loup. La route apparaissait déserte et très éclairée sous la lune. Il donna l'ordre au cocher de l'attendre patiemment au coin d'une petite allée adjacente, et se dissimulant autant que possible, il commença de battre la semelle. Il n'y avait pas une demi-heure qu'il se livrait à cet hygiénique exercice, quand une voiture, venant de Paris, tourna au coin de la route et, tranquillement, au pas de son cheval, se dirigea de son côté. Il pensa tout de suite « C'est elle !» et son cœur se prit à frapper à grands coups sourds, comme ceux qu'il avait déjà entendus dans sa poitrine, quand il écoutait la voix d'homme derrière la porte de la loge. Mon Dieu, comme il l'aimait! La voiture avançait toujours. Quant à lui, il n'avait pas bougé. Il attendait. Si c'était elle, il était bien résolu à sauter à la tête des chevaux, coûte que coûte. Il voulait avoir une explication avec l'ange de la musique. Quelques pas encore, et le coupé allait être à sa hauteur. Il ne doutait point que ce fût elle. Une femme, en effet, penchait sa tête à la portière. Et tout à coup, la lune l'illumina d'une pâle auréole. « Christine !» Le nom sacré de son amour lui jaillit des lèvres et du cœur. Il ne put le retenir. Il bondit pour le rattraper, car ce nom, jeté à la face de la nuit, avait été comme le signal attendu d'une ruée furieuse de tout l'équipage, qui passa devant lui, sans qu'il eût pris le temps de mettre son projet à exécution. La glace de la portière fut relevée. La figure de la jeune femme avait disparu, et le coupé, derrière lequel il courait, n'était déjà plus qu'un point noir sur la route blanche. Il appela encore. « Christine !» Rien ne lui répondit. Il s'arrêta, au milieu du silence. Il jeta un regard désespéré au ciel, aux étoiles. Il heurta du poing sa poitrine en feu. Il l'aimait, et il n'était pas aimé. D'un œil morne, il considéra cette route désolée et froide, la nuit pâle et morte. Rien n'était plus froid, rien n'était plus mort que son cœur.
Il avait aimé un ange et il méprisait une femme. Raoul, comme elle s'est jouée de toi, la petite fée du Nord, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il est inutile d'avoir une joue aussi fraîche, un front aussi timide, et toujours prêt à se couvrir du voile rose de la pudeur pour passer dans la nuit solitaire, au fond d'un coupé de luxe, en compagnie d'un mystérieux amant? N'est-ce pas qu'il devrait y avoir des limites sacrées à l'hypocrisie et au mensonge, et qu'on ne devrait pas avoir les yeux clairs de l'enfance quand on a l'âme des courtisanes? Elle avait passé, sans répondre à son appel. Aussi, pourquoi était-il venu au travers de sa route? De quel droit avait-il dressé soudain devant elle, qui ne lui demande que son oubli, le reproche de sa présence? Va-t'en, disparais, tu ne comptes pas. Il songeait à mourir, et il avait 20 ans. Son domestique le surprit, au matin, assis sur son lit. Il ne s'était pas déshabillé, et le valet eut peur de quelque malheur en le voyant, tant il avait une figure de désastre. Raoul lui arracha des mains le courrier qu'il lui apportait. Il avait reconnu une lettre, un papier, une écriture. Christine lui disait « Mon ami, soyez, après-demain, au bal masqué de l'Opéra, à minuit, dans le petit salon qui est derrière la cheminée du grand foyer. Tenez-vous debout auprès de la porte qui conduit vers la rotonde. Ne parlez pas de ce rendez-vous à personne au monde. Mettez-vous en domino blanc, bien masqué. Sur ma vie, qu'on ne vous reconnaisse pas. Christine. » Chapitre 10. Au bal masqué. L'enveloppe, toute maculée de boue, ne portait aucun timbre. Pour remettre à monsieur le vicomte Raoul de Chagny, et l'adresse au crayon. Ceci avait été certainement jeté dans l'espoir qu'un passant ramasserait le billet et l'apporterait à domicile, ce qui était arrivé. Le billet avait été trouvé sur un trottoir de la place de l'Opéra. Raoul le relut avec fièvre. Il ne lui en fallait pas davantage pour renaître à l'espoir. La sombre image qu'il s'était faite un instant d'une Christine oublieuse de ses devoirs envers elle-même fit place à la première imagination qu'il avait eue d'une malheureuse enfant innocente, victime d'une imprudence et de sa trop grande sensibilité. Jusqu'à quel point, à cette heure, était-elle vraiment victime? De qui était-elle prisonnière? Dans quel gouffre l'avait-on entraînée? Il se le demandait avec une bien cruelle angoisse, mais cette douleur même lui paraissait supportable, à côté du délire où le mettait l'idée d'une Christine hypocrite et menteuse. Que s'était-il passé? Quelle influence avait-elle subie? Quel monstre l'avait ravie? Et avec quelle arme? Avec quelles armes donc, si ce n'était celle de la musique? Oui, oui. Plus il y songeait, plus il se persuadait que c'était de ce côté qu'il découvrirait la vérité. Avait-il oublié le ton dont, à Perros, elle lui avait appris qu'elle avait reçu la visite de l'envoyé céleste? Et l'histoire même de Christine, dans ces derniers temps, ne devait-elle point l'aider à éclairer les ténèbres où il se débattait? Avait-il ignoré le désespoir qui s'était emparé d'elle après la mort de son père et le dégoût qu'elle avait eu alors de toutes les choses de la vie, même de son art? Au conservatoire, elle avait passé comme une pauvre machine chantante, dépourvue d'âme. Et tout à coup, elle s'était réveillée, comme sous le souffle d'une intervention divine. L'ange de la musique était venu. Elle chante Marguerite de Faust et triomphe. L'ange de la musique. Qui donc se fait passer à ses yeux pour ce merveilleux génie? Qui donc, renseigné sur la légende chère au vieux Dahé, en use à ce point que la jeune fille n'est plus entre ses mains qu'un instrument sans défense, qu'il fait vibrer à son gré? Et Raoul réfléchissait qu'une telle aventure n'était point exceptionnelle.
Il se rappelait ce qui était arrivé à la princesse Belmonte, qui venait de perdre son mari et dont le désespoir était devenu de la stupeur. Depuis un mois, la princesse ne pouvait ni parler, ni pleurer. Cette inertie physique et morale allait s'aggravant tous les jours, et l'affaiblissement de la raison amenait peu à peu l'anéantissement de la vie. On portait tous les soirs la malade dans ses jardins, mais elle ne semblait même pas comprendre où elle se trouvait. Raph, le plus grand chanteur de l'Allemagne, qui passait à Naples, voulut visiter ces jardins, renommés pour leur beauté. Une des femmes de la princesse pria le grand artiste de chanter, sans se montrer, près du bosquet où elle se trouvait étendue. Raph y consentit et chanta un air simple que la princesse avait entendu dans la bouche de son mari au premier jour de leur hymen. Cet air était expressif et touchant. La mélodie, les paroles, la voix admirable de l'artiste, tout se réunit pour remuer profondément l'âme de la princesse. Les larmes lui jaillirent des yeux. Elle pleura, fut sauvée et resta persuadée que son époux, ce soir-là, était descendu du ciel pour lui chanter l'air d'autrefois. Oui, ce soir-là. Un soir, pensait maintenant Raoul, un unique soir. Mais cette belle imagination n'eut point tenu devant une expérience répétée. Elle eut bien fini par découvrir Raph derrière son bosquet, l'idéale et dolente princesse de Belmonte, si elle y était revenue tous les soirs pendant 3 mois. L'ange de la musique, pendant 3 mois, avait donné des leçons à Christine. Ah, c'était un professeur ponctuel. Et maintenant, il la promenait au bois. De ses doigts crispés, glissés sur sa poitrine, où battait son cœur jaloux, Raoul se déchirait la chair. Inexpérimenté, il se demandait maintenant avec terreur à quel jeu la demoiselle le conviait pour une prochaine mascarade, et jusqu'à quel point une fille d'opéra peut se moquer d'un bon jeune homme tout neuf à l'amour. Quelle misère! Ainsi, la pensée de Raoul allait-elle aux extrêmes. Il ne savait plus s'il devait plaindre Christine ou la maudire, et tour à tour, il la plaignait et la maudissait. À tout hasard, cependant, il se munit d'un domino blanc. Enfin, l'heure du rendez-vous arriva. Le visage couvert d'un loup garni d'une longue et épaisse dentelle, tout empierroté de blanc, le vicomte se trouva bien ridicule d'avoir endossé ce costume des mascarades romantiques. Un homme du monde ne se déguisait pas pour aller au bal de l'opéra. Il lui fait sourire. Une pensée consolait le vicomte. C'était qu'on ne le reconnaîtrait certes pas. Et puis, ce costume et ce loup avaient un autre avantage. Raoul allait pouvoir se promener là-dedans, comme chez lui, tout seul, avec le désarroi de son âme et la tristesse de son cœur. Il n'aurait point besoin de feindre. Il lui serait superflu de composer un masque pour son visage. Il l'avait. Ce bal était une fête exceptionnelle, donnée avant les jours gras, en l'honneur de l'anniversaire de la naissance d'un illustre dessinateur des liesses d'antan, d'un Émule de Gavarnie, dont le crayon avait immortalisé les chicards et la descente de la courtille. Aussi devait-il avoir un aspect beaucoup plus gai, plus bruyant, plus bohème que l'ordinaire des bals masqués. De nombreux artistes s'y étaient donné rendez-vous, suivis de toute une clientèle de modèles et de rapins, qui vers minuit commençaient de mener grand tapage. Raoul monta le grand escalier à minuit moins 5, ne s'attarda en aucune sorte à considérer autour de lui le spectacle des costumes multicolores s'étalant au long des degrés de marbre, dans l'un des plus somptueux décors du monde. Ne se laissa entreprendre par aucun masque facétieux, ne répondit à aucune plaisanterie, et secoua la familiarité entreprenante de plusieurs couples déjà trop gais. Ayant traversé le grand foyer et échappé à une farandole qui, un moment, l'avait emprisonné, il pénétra enfin dans le salon que le billet de Christine lui avait indiqué. Là, dans ce petit espace, il y avait un monde fou.
car c'était là le carrefour où se rencontraient tous ceux qui allaient souper à la rotonde ou qui revenaient de prendre une coupe de champagne. Le tumulte y était ardent et joyeux. Raoul pensa que Christine avait, pour leur mystérieux rendez-vous, préféré cette cohue à quelque coin isolé. On y était sous le masque, plus dissimulé. Il s'accota à la porte et attendit. Il n'attendit point longtemps. Un domino noir passa, qui lui serra rapidement le bout des doigts. Il comprit que c'était elle. Il suivit. « C'est vous, Christine ?» demanda-t-il entre ses dents. Le domino se retourna vivement et leva le doigt jusqu'à la hauteur de ses lèvres pour lui recommander sans doute de ne plus répéter son nom. Raoul continua de suivre en silence. Il avait peur de la perdre, après l'avoir si étrangement retrouvée. Il ne sentait plus de haine contre elle. Il ne doutait même plus qu'elle dût n'avoir rien à se reprocher, si bizarre et inexplicable qu'apparut sa conduite. Il était prêt à toutes les mansuétudes, à tous les pardons, à toutes les lâchetés. Il l'aimait. Et certainement, on allait lui expliquer très naturellement tout à l'heure la raison d'une absence aussi singulière. Le domino noir, de temps en temps, se retournait pour voir s'il était toujours suivi du domino blanc. Comme Raoul retraversait ainsi, derrière son guide, le grand foyer du public, il ne put faire autrement que de remarquer parmi toutes les cohues, une cohue, parmi tous les groupes s'essayant aux plus fortes extravagances, un groupe qui se pressait autour d'un personnage dont le déguisement, l'allure originale, l'aspect macabre faisaient sensation. Ce personnage était vêtu tout d'écarlate, avec un immense chapeau à plumes sur une tête de mort. Ah, la belle imitation de tête de mort que c'était là. Les rapins autour de lui faisaient un grand succès, le félicitaient, lui demandaient chez quel maître, dans quel atelier, fréquenté de Pluton, on lui avait fait dessiner, maquiller une aussi belle tête de mort. La Camarde elle-même avait dû poser. L'homme à la tête de mort, au chapeau à plumes et aux vêtements écarlates, traînait derrière lui un immense manteau de velours rouge dont la flamme s'allongeait royalement sur le parquet. Et sur ce manteau, on avait brodé en lettres d'or une phrase que chacun lisait et répétait tout haut. « Ne me touchez pas, je suis la mort rouge qui passe. » Et quelqu'un voulut le toucher. Mais une main de squelette, sortie d'une manche de pourpre, saisit brutalement le poignet de l'imprudent. Et celui-ci, ayant senti l'emprise des ossements, l'étreinte forcenée de la mort, qui semblait ne devoir plus le lâcher jamais, poussa un cri de douleur et d'épouvante. La mort rouge, lui ayant enfin rendu la liberté, il s'enfuit comme un fou au milieu des colibés. C'est à ce moment que Raoul croisa le funèbre personnage qui, justement, venait de se tourner de son côté. Et il fut sur le point de laisser échapper un cri. La tête de mort de Perros-Guirec! Il l'avait reconnue. Il voulut se précipiter, oubliant Christine, mais le domino noir, qui paraissait en proie lui aussi à un étrange émoi, lui avait pris le bras et l'entraînait loin du foyer, hors de cette foule démoniaque où passait la mort rouge. À chaque instant, le domino noir se retournait et il lui sembla sans doute, par deux fois, apercevoir quelque chose qui l'épouvantait, car il précipita encore sa marche et celle de Raoul comme s'ils étaient poursuivis. Ainsi montèrent-ils 2 étages. Là, les escaliers, les couloirs étaient à peu près déserts. Le domino noir poussa la porte d'une loge et fit signe au domino blanc d'y pénétrer derrière lui. Christine, car c'était bien elle, il put encore la reconnaître à sa voix, Christine ferma aussitôt sur lui la porte de la loge, en lui recommandant à voix basse de rester dans la partie arrière de cette loge et de ne point se montrer. Raoul retira son masque. Christine garda le sien. Et comme le jeune homme allait prier la chanteuse de s'en défaire, il fut tout à fait étonné de la voir se pencher contre la cloison et écouter attentivement ce qui se passait à côté. Puis elle entrouvrit la porte et regarda dans le couloir en disant à voix basse «
Il doit être monté au-dessus, dans la loge des aveugles. Soudain, elle s'écria. « Il redescend !» Elle voulut refermer la porte, mais Raoul s'y opposa, car il avait vu sur la marche la plus élevée de l'escalier qui montait à l'étage supérieur se poser un pied rouge, et puis un autre. Et lentement, majestueusement, descendit tout le vêtement écarlate de la mort rouge, et il revit la tête de mort de Perros-Guirec. « C'est lui !» s'écria-t-il. « Cette fois, il ne m'échappera pas !» Mais Christine avait refermé la porte dans le moment que Raoul s'élançait. Il voulut l'écarter de son chemin. « Qui donc ? Qui donc ? Lui ?» demanda-t-elle, d'une voix toute changée. « Qui donc ne vous échappera pas ?» Brutalement, Raoul essaya de vaincre la résistance de la jeune fille, mais elle le repoussait avec une force inattendue. Il comprit, ou crut comprendre, et devint furieux tout de suite. « Qui donc ?» fit-il avec rage. « Mais lui ! L'homme qui se dissimule sous cette hideuse image mortuaire, le mauvais génie du cimetière de Perros, la mort rouge. Enfin, votre ami, madame, votre ange de la musique. Mais je lui arracherai son masque du visage, comme j'arracherai le mien, et nous nous regarderons, cette fois face à face, sans voile et sans mensonge, et je saurai qui vous aimez et qui vous aime. » Il éclata d'un rire insensé, pendant que Christine, derrière son loup, faisait entendre un douloureux gémissement. Elle étendit d'un geste tragique ses deux bras, qui mirent une barrière de chair blanche sur la porte. « Au nom de notre amour, Raoul, vous ne passerez pas !» Il s'arrêta. Qu'avait-elle dit ? Au nom de leur amour ? Mais jamais, jamais encore, elle ne lui avait dit qu'elle l'aimait. Et cependant, les occasions ne lui avaient pas manqué. Elle l'avait déjà vu, assez malheureux, en larmes devant elle, implorant une bonne parole d'espoir qui n'était pas venue. Elle l'avait vu malade, quasi mort de terreur et de froid, après la nuit du cimetière de Perros. Était-elle seulement restée à ses côtés, dans le moment qu'il avait le plus besoin de ses soins ? Non, elle s'était enfuie. Et elle disait qu'elle l'aimait. Elle parlait au nom de leur amour. Allons donc. Elle n'avait d'autre but que de le retarder quelques secondes. Il fallait laisser le temps à la mort rouge de s'échapper. Leur amour ? Et elle mentait. Et il le lui dit, avec un accent de haine enfantine. « Vous mentez, madame, car vous ne m'aimez pas, et vous ne m'avez jamais aimé. Il faut être un pauvre malheureux petit jeune homme comme moi pour se laisser jouer, pour se laisser berner comme je l'ai été. Pourquoi donc, par votre attitude, par la joie de votre regard, par votre silence même, m'avoir, lors de notre première entrevue à Perros, permis tous les espoirs, tous les honnêtes espoirs, madame, car je suis un honnête homme, et je vous croyais une honnête femme, quand vous n'aviez que l'intention de vous moquer de moi. Hélas, vous vous êtes moqué de tout le monde. Vous avez honteusement abusé du cœur candide de votre bienfaitrice elle-même, qui continue cependant de croire à votre sincérité quand vous vous promenez au bal de l'opéra, avec la mort rouge. Je vous méprise. » Et il pleura. Elle le laissait l'injurier. Elle ne pensait qu'à une chose, le retenir. Vous me demanderez un jour pardon de toutes ces vilaines paroles, Raoul, et je vous pardonnerai. Il secoua la tête. Non, non, vous m'aviez rendu fou. Quand je pense que moi, je n'avais plus qu'un but dans la vie, donner mon nom à une jeune fille d'opéra. Raoul, malheureux, j'en mourrais de honte. Vivez, mon ami, fit la voix grave et altérée de Christine. Et adieu. Adieu, Christine. Adieu, Raoul. Le jeune homme s'avança, d'un pas chancelant. Il osa encore un sarcasme. Oh, vous me permettrez bien de venir encore vous applaudir, de temps en temps. Je ne chanterai plus, Raoul. Vraiment, ajouta-t-il, avec plus d'ironie encore. On vous crée des loisirs, mes compliments. Mais on se reverra au bois,
un de ces soirs. Ni au bois, ni ailleurs, Raoul, vous ne me verrez plus. Pourrait-on savoir au moins à quelles ténèbres vous retournerez? Pour quel enfer repartez-vous, mystérieuse madame? Ou pour quel paradis? J'étais venue pour vous le dire, mon ami, mais je ne peux plus rien vous dire. Vous ne me croiriez pas. Vous avez perdu foi en moi. Raoul, c'est fini. Elle dit ce « c'est fini » sur un ton si désespéré que le jeune homme en tressaillit et que le remords de sa cruauté commença de lui troubler l'âme. « Mais enfin, s'écria-t-il, nous direz-vous ce que signifie tout ceci? Vous êtes libre, sans entrave. Vous vous promenez dans la ville, vous revêtez un domino pour courir le bal. Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous? Qu'avez-vous fait depuis 15 jours? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'ange de la musique que vous avez racontée à la maman Valérius? Quelqu'un a pu vous tromper, abuser de votre crédulité. J'en ai été moi-même le témoin à Perros. Mais maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. Vous m'apparaissez fort sensée, Christine. Vous savez ce que vous faites. Et cependant, la maman Valérius continue à vous attendre, en invoquant votre bon génie. Expliquez-vous, Christine, je vous en prie. D'autres y seraient trompés. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Christine, simplement, ôta son masque et dit: « C'est une tragédie, mon ami. » Raoul vit alors son visage et n'eut pu retenir une exclamation de surprise et d'effroi. Les fraîches couleurs d'autrefois avaient disparu. Une pâleur mortelle s'étendait sur ses traits qu'il avait connus si charmants et si doux, reflet de la grâce paisible et de la conscience sans combat. Comme ils étaient tourmentés maintenant, le sillon de la douleur les avait impitoyablement creusés, et les beaux yeux clairs de Christine, autrefois limpides comme les lacs qui servaient Dieu à la petite Lotte, apparaissaient ce soir d'une profondeur obscure, mystérieuse et insondable, et tout cerné d'une ombre effroyablement triste. « Mon ami, gémit-il en tendant les bras, vous m'avez promis de me pardonner. Peut-être un jour, fit-elle en remettant son masque, et elle s'en alla, lui défendant de la suivre d'un geste qui le chassait. Il voulut s'élancer derrière elle, mais elle se retourna et répéta avec une telle autorité souveraine son geste d'adieu qu'il n'osa plus faire un pas. Il la regarda s'éloigner, et puis il descendit à son tour dans la foule, ne sachant point précisément ce qu'il faisait, les tempes battantes, le cœur déchiré, et il demanda, dans la salle qu'il traversait, si l'on n'avait point vu passer la mort rouge. On lui disait: « Qui est cette mort rouge ?» Il répondait: « C'est un monsieur déguisé, avec une tête de mort et un grand manteau rouge. » On lui dit partout qu'elle venait de passer, la mort rouge, traînant son royal manteau, mais il ne la rencontra nulle part. Et il retourna, vers 2 heures du matin, dans le couloir qui, derrière la scène, conduisait à la loge de Christine Daae. Ses pas l'avaient conduit dans ce lieu où il avait commencé de souffrir. Il heurta à la porte. On ne lui répondit pas. Il entra, comme il était entré alors qu'il cherchait partout la voix d'homme. La loge était déserte. Un bec de gaz brûlait en veilleuse. Sur un petit bureau, il y avait du papier à lettres. Il pensa à écrire à Christine, mais des pas se firent entendre dans le corridor. Il n'eut que le temps de se cacher dans le boudoir qui était séparé de la loge par un simple rideau. Une main poussait la porte de la loge. C'était Christine. Il retint sa respiration. Il voulait voir. Il voulait savoir. Quelque chose lui disait qu'il allait assister à une partie du mystère et qu'il allait commencer à comprendre, peut-être. Christine entra, retira son masque d'un geste las et le jeta sur la table.
Elle soupira, laissa tomber sa belle tête entre ses mains. À quoi pensait-elle? À Raoul? Non, car Raoul l'entendit murmurer. Pauvre Éric. Il crut d'abord avoir mal entendu. D'abord, il était persuadé que si quelqu'un était à plaindre, c'était lui, Raoul. Quoi de plus naturel, après ce qui venait de se passer entre eux, qu'elle dit dans un soupir « Pauvre Raoul !» Mais elle répéta, en secouant la tête. « Pauvre Éric !» Qu'est-ce que cet Éric venait faire dans les soupirs de Christine? Et pourquoi la petite fée du Nord plaignait-elle Éric quand Raoul était si malheureux? Christine se mit à écrire, posément, tranquillement, si pacifiquement, que Raoul, qui tremblait encore du drame qui les séparait, en fut singulièrement et fâcheusement impressionné. Que de sang-froid, se dit-il. Elle écrivit ainsi, remplissant 2, 3, 4 feuillets. Tout à coup, elle dressa la tête et cacha les feuillets dans son corsage. Elle semblait écouter. Raoul aussi écouta. D'où venait ce bruit bizarre, ce rythme lointain, un chant sourd qui semblait sortir des murailles? Oui, on eût dit que les murs chantaient. Le chant devenait plus clair. Les paroles étaient intelligibles. On distingua une voix, une très belle et très douce et très captivante voix. Mais tant de douceur restait cependant mal. Et ainsi, pouvait-on juger que cette voix n'appartenait point à une femme? La voix s'approchait toujours, elle dépassa la muraille, elle arriva. Et la voix maintenant était dans la pièce, devant Christine. Christine se leva et parla à la voix, comme si elle eût parlé à quelqu'un qui se fût tenu à son côté. « Me voici, Éric, dit-elle. Je suis prête. C'est vous qui êtes en retard, mon ami. » Raoul, qui regardait prudemment derrière son rideau, n'en pouvait croire ses yeux, qui ne lui montrèrent rien. La physionomie de Christine s'éclaira. Un bon sourire vient se poser sur ses lèvres exsangues. Un sourire comme en ont les convalescents, quand ils commencent à espérer que le mal qui les a frappés ne les emportera pas. La voix sans corps se reprit à chanter, et certainement Raoul n'avait encore rien entendu au monde comme voix unissant, dans le même temps, avec le même souffle, les extrêmes, de plus largement et héroïquement suave, de plus victorieusement insidieux, de plus délicat dans la force, de plus fort dans la délicatesse, enfin, de plus irrésistiblement triomphant. Il y avait là des accents définitifs qui chantaient en maître et qui devaient certainement, par la seule vertu de leur audition, faire naître des accents élevés chez les mortels qui sentent, aiment et traduisent la musique. Il y avait là une source tranquille et pure d'harmonie à laquelle les fidèles pouvaient en toute sûreté dévotement boire, certains qu'ils étaient d'y boire la grâce musicienne. Et leur art, du coup, ayant touché le divin, en était transfiguré. Raoul écoutait cette voix avec fièvre, et il commençait à comprendre comment Christine Daae avait pu apparaître un soir au public stupéfait, avec des accents d'une beauté inconnue, d'une exaltation surhumaine, sans doute encore sous l'influence du mystérieux et invisible maître. Et il comprenait d'autant plus un si considérable événement en écoutant l'exceptionnelle voix que celle-ci ne chantait rien justement d'exceptionnel. Avec du limon, elle avait fait de l'azur. La banalité du vers et la facilité et la presque vulgarité populaire de la mélodie n'en apparaissaient que transformées davantage en beauté par un souffle qui les soulevait et les emportait en plein ciel sur les ailes de la passion. Car cette voix angélique glorifiait un hymne païen. Cette voix chantait la nuit d'Hyménée de Roméo et Juliette. Raoul vit Christine tendre les bras vers la voix, comme elle avait fait dans le cimetière de Perros, vers le violon invisible qui jouait la résurrection de Lazare.
Rien ne pourrait rendre la passion dont la voix dit. La destinée t'enchaîne à moi sans retour. Raoul en eut le cœur transpercé et, luttant contre le charme qui semblait lui ôter toute volonté et toute énergie, et presque toute lucidité dans le moment qu'il lui en fallait le plus, il parvint à tirer le rideau qui le cachait, et il marcha vers Christine. Celle-ci, qui s'avançait vers le fond de la loge, dont tout le pan était occupé par une grande glace qui lui renvoyait son image, ne pouvait pas le voir, car il était tout à fait derrière elle, et entièrement masqué par elle. La destinée t'enchaîne à moi sans retour. Christine marchait toujours vers son image, et son image descendait vers elle. Les deux Christines, le corps et l'image, finirent par se toucher, se confondre, et Raoul étendit le bras pour les saisir d'un coup, toutes les deux. Mais, par une sorte de miracle éblouissant qui le fit chanceler, Raoul fut tout à coup rejeté en arrière, pendant qu'un vent glacé lui balayait le visage. Il vit non plus 2, mais 4, 8, 20 Christines, qui tournèrent autour de lui avec une telle légèreté, qui se moquaient et qui, si rapidement s'enfuyaient, que sa main n'en put toucher aucune. Enfin, tout redevint immobile, et il se vit, lui, dans la glace. Mais Christine avait disparu. Il se précipita sur la glace, il se heurta au mur. Personne. Et cependant, la loge résonnait encore d'un rythme lointain, passionné. La destinée t'enchaîne à moi, sans retour. Ses mains pressèrent son front en sueur, tâtèrent sa chair éveillée, tâtonnèrent la pénombre, rendirent à la flamme du bec de gaz toute sa force. Il était sûr qu'il ne rêvait point. Il se trouvait au centre d'un jeu formidable, physique et moral, dont il n'avait point la clé et qui peut-être allait le broyer. Il se faisait vaguement l'effet d'un prince aventureux qui a franchi la limite défendue d'un conte de fées et qui ne doit plus s'étonner d'être la proie des phénomènes magiques qu'il a inconsidérément bravés et déchaînés par amour. Par où? Par où Christine était-elle partie? Par où reviendrait-elle? Reviendrait-elle? Hélas, ne lui avait-elle point affirmé que tout était fini? Et la muraille, ne répétait-elle point « La destinée t'enchaîne à moi sans retour » ? À moi? À qui? Alors, exténué, vaincu, le cerveau vague, il s'assit à la place même qu'occupait tout à l'heure Christine. Comme elle, il laissa sa tête tomber dans ses mains. Quand il la releva, des larmes coulaient, abondantes, au long de son jeune visage, de vraies et lourdes larmes, comme en ont les enfants jaloux, des larmes qui pleuraient sur un malheur nullement fantastique, mais commun à tous les amants de la terre, et qu'il précisa tout haut. « Qui est cet Éric ?» dit-il. Chapitre 11. Il faut oublier le nom de la voix d'homme. Le lendemain du jour où Christine avait disparu à ses yeux, dans une espèce d'éblouissement qui le faisait encore douter de ses sens, Monsieur le vicomte de Chagny se rendit aux nouvelles chez la maman Valérius. Il tomba sur un tableau charmant. Au chevet de la vieille dame qui, assise dans son lit, tricotait, Christine faisait de la dentelle. Jamais ovale plus charmant, jamais front plus pur, jamais regard plus doux ne se penchèrent sur un ouvrage de vierge. De fraîches couleurs étaient revenues aux joues de la jeune fille. Le cerne bleuâtre de ses yeux clairs avait disparu. Raoul ne reconnut plus le visage tragique de la veille. Si le voile de la mélancolie répandu sur ses traits adorables n'était apparu au jeune homme comme le dernier vestige du drame inouï où se débattait cette mystérieuse enfant, il eût pu penser que Christine n'en était point l'incompréhensible héroïne. Elle se leva à son approche, sans émotion apparente, et lui tendit la main. Mais la stupéfaction de Raoul était telle qu'il restait là, anéanti, sans un geste,
sans un mot. « Eh bien, monsieur de Chagny, s'exclama la maman Valérius, vous ne connaissez donc plus notre Christine. Son bon génie nous l'a rendue. »« Maman !» interrompit la jeune fille sur un ton bref, cependant qu'une vive rougeur lui montait jusqu'aux yeux. « Maman, je croyais qu'il ne serait plus jamais question de cela. Vous savez bien qu'il n'y a pas de génie de la musique. »« Ma fille, il t'a pourtant donné des leçons pendant 3 mois. »« Maman, je vous ai promis de tout vous expliquer un jour prochain, je l'espère. Mais jusqu'à ce jour-là, vous m'avez promis le silence et de ne plus m'interroger jamais. Si tu me promettais, toi, de ne plus me quitter, mais m'as-tu promis cela, Christine ? Maman, tout ceci ne saurait intéresser monsieur de Chagny. »« C'est ce qui vous trompe, mademoiselle, » interrompit le jeune homme, d'une voix qu'il voulait rendre ferme et brave, et qui n'était encore que tremblante. « Tout ce qui vous touche m'intéresse, à un point que vous finirez peut-être par comprendre. Je ne vous cacherai pas que mon étonnement égale ma joie en vous retrouvant aux côtés de votre mère adoptive, et que ce qui s'est passé hier entre nous, ce que vous avez pu me dire, ce que j'ai pu deviner, rien ne me faisait prévoir un aussi prompt retour. Je serais le premier à m'en réjouir, si vous ne vous obstiniez point à conserver sur tout ceci un secret qui peut vous être fatal. Et je suis votre amie depuis trop longtemps pour ne point m'inquiéter, avec madame Valérius, d'une funeste aventure qui restera dangereuse, tant que nous n'en aurons point démêlé la trame, et dont vous finirez bien par être victime. Christine. » À ces mots, la maman Valérius s'agita dans son lit. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» s'écria-t-elle. « Christine est donc en danger ?»« Oui, madame, » déclara courageusement Raoul, malgré les signes de Christine. « Mon Dieu !» s'exclama, haletante, la bonne et naïve vieille. « Il faut tout me dire, Christine. Pourquoi me rassurais-tu? Et de quel danger s'agit-il, monsieur de Chagny ? Un imposteur est en train d'abuser de sa bonne foi. »« L'ange de la musique est un imposteur ? Elle vous a dit elle-même qu'il n'y a pas d'ange de la musique. »« Et qui a-t-il donc au nom du ciel ?» supplia l'impotente. « Vous me ferez mourir !»« Il y a, madame, autour de nous, autour de vous, autour de Christine, un mystère terrestre beaucoup plus à craindre que tous les fantômes et tous les génies. » La maman Valérius tourna vers Christine un visage terrifié. Mais celle-ci s'était déjà précipitée vers sa mère adoptive et la serrait dans ses bras. « Ne le crois pas, bonne maman, ne le crois pas !» répétait-elle. Et elle essayait, par ses caresses, de la consoler, car la vieille dame poussait des soupirs à fendre l'âme. « Alors, dis-moi que tu ne me quitteras plus !» implora la veuve du professeur. Christine se taisait, et Raoul reprit. « Voilà ce qu'il faut promettre, Christine. C'est la seule chose qui puisse nous rassurer, votre mère et moi. Nous nous engageons à ne plus vous poser une seule question sur le passé, si vous nous promettez de rester sous notre sauvegarde à l'avenir. » « C'est un engagement que je ne vous demande point, et c'est une promesse que je ne vous ferai pas, » prononça la jeune fille avec fierté. « Je suis libre de mes actions, monsieur de Chagny. Vous n'avez aucun droit à les contrôler, et je vous prierai de vous en dispenser désormais. Quant à ce que j'ai fait depuis 15 jours, il n'y a qu'un homme au monde qui aurait le droit d'exiger que je lui en fasse le récit, mon mari. Or, je n'ai pas de mari, et je ne me marierai jamais. » Disant cela avec force, elle étendit la main du côté de Raoul, comme pour rendre ses paroles plus solennelles, et Raoul pâlit. Non point seulement à cause des paroles mêmes qu'il venait d'entendre, mais parce qu'il venait d'apercevoir, au doigt de Christine, un anneau d'or. « Vous n'avez pas de mari, et cependant vous portez une alliance. » Et il voulut saisir sa main, mais prestement, Christine la lui avait retirée. « C'est un cadeau, » fit-elle, en rougissant encore, et en s'efforçant vainement de cacher son embarras. « Christine, puisque vous n'avez point de mari, cet anneau ne peut vous avoir été donné que par celui qui espère le devenir. Pourquoi nous tromper plus avant? Pourquoi me torturer davantage? Cet anneau est une promesse, et cette promesse a été acceptée. »« C'est ce que je lui ai dit !» s'exclama la vieille dame. « Et que vous a-t-elle répondu, madame ?
Ce que j'ai voulu, répéta Christine, exaspérée. Ne trouvez-vous point, monsieur, que cet interrogatoire a trop duré? Quant à moi, Raoul, très ému, craignit de lui laisser prononcer les paroles d'une rupture définitive. Il l'interrompit. Pardon de vous avoir parlé ainsi, mademoiselle. Vous savez bien quel honnête sentiment me fait me mêler, en ce moment, de choses qui, sans doute, ne me regardent pas. Mais laissez-moi vous dire ce que j'ai vu. Et j'en ai vu plus que vous ne pensez, Christine. Ou ce que j'ai cru voir, car en vérité, c'est bien le moins qu'en une telle aventure, on doute du témoignage de ses yeux. Qu'avez-vous donc vu, monsieur, ou cru voir? J'ai vu votre extase au son de la voix, Christine, de la voix qui sortait du mur, ou d'une loge, ou d'un appartement à côté. Oui, votre extase. Et c'est cela qui, pour vous, m'épouvante. Vous êtes sous le plus dangereux des charmes, et il paraît cependant que vous vous êtes rendu compte de l'imposture, puisque vous dites aujourd'hui qu'il n'y a pas de génie de la musique. Alors, Christine, pourquoi l'avez-vous suivi cette fois encore? Pourquoi vous êtes-vous levée, la figure rayonnante, comme si vous entendiez réellement les anges? Ah, cette voix est bien dangereuse, Christine, puisque moi-même, pendant que je l'entendais, j'en étais tellement ravie que vous êtes disparue à mes yeux sans que je puisse dire par où vous êtes passée. Christine, Christine, au nom du ciel, au nom de votre Père qui est au ciel et qui vous a tant aimé et qui m'a aimée, Christine, vous allez nous dire, à votre bienfaitrice et à moi, à qui appartient cette voix. Et malgré vous, nous vous sauverons. Allons, le nom de cet homme, Christine, de cet homme qui a eu l'audace de passer à votre doigt un anneau d'or. Monsieur de Chagny, déclara froidement la jeune fille, vous ne le saurez jamais. Sur quoi, on entendit la voix aigre de la maman Valérius, qui tout à coup prenait le parti de Christine, en voyant avec quelle hostilité sa pupille venait de s'adresser au vicomte. Et si elle l'aime, monsieur le vicomte, cet homme-là, cela ne vous regarde pas encore. Hélas, madame, reprit humblement Raoul, qui ne put retenir ses larmes. Hélas, je crois en effet que Christine l'aime. Tout me le prouve. Mais ce n'est point là seulement ce qui fait mon désespoir, car ce dont je ne suis point sûre, madame, c'est que celui qui est aimé de Christine soit digne de cet amour. C'est à moi seule d'en juger, monsieur, fit Christine, en regardant Raoul bien en face et en lui montrant un visage en proie à une irritation souveraine. Quand on prend, continua Raoul, qui sentait ses forces l'abandonner, pour séduire une jeune fille, des moyens aussi romantiques. Il faut, n'est-ce pas, que l'homme soit misérable ou que la jeune fille soit bien sotte. Christine, Raoul, pourquoi condamnez-vous ainsi un homme que vous n'avez jamais vu, que personne ne connaît, et dont vous-même vous ne savez rien? Si, Christine, si, je sais au moins ce nom que vous prétendez me cacher pour toujours. Votre ange de la musique, mademoiselle, s'appelle Éric. Christine se trahit aussitôt. Elle devint, cette fois, blanche comme une nappe d'autel. Elle balbutia. Qui est-ce qui vous l'a dit? Vous-même? Comment cela? En le plaignant l'autre soir, le soir du bal masqué, en arrivant dans votre loge, n'avez-vous point dit « pauvre Éric » Eh bien, Christine, il y avait quelque part un pauvre Raoul qui vous a entendu. C'est la seconde fois que vous écoutez aux portes, monsieur de Chagny. Je n'étais point derrière la porte. J'étais dans la loge, dans votre boudoir, mademoiselle. Oh, malheureux! Gémit la jeune fille, qui montra toutes les marques d'un indicible effroi. Malheureux! Vous voulez donc qu'on vous tue? Peut-être. Raoul prononça ce peut-être avec tant d'amour et de désespoir que Christine ne put retenir un sanglot. Elle lui prit alors les mains et le regarda avec toute la pure tendresse dont elle était capable. Et le jeune homme, sous ces yeux-là, sentit que sa peine était déjà apaisée. « Raoul, dit-elle, il faut oublier la voix d'homme et ne plus vous souvenir même de son nom et ne plus tenter jamais.
de pénétrer le mystère de la voix d'homme. Ce mystère est donc bien terrible. Il n'en est point de plus affreux sur la terre. Un silence sépara les jeunes gens. Raoul était accablé. « Jurez-moi que vous ne ferez rien pour savoir, » insista-t-elle. « Jurez-moi que vous n'entrerez plus dans ma loge si je ne vous y appelle pas. » « Vous me promettez de m'y appeler quelquefois, Christine ? » ?»« Je vous le promets. »« Quand ? » ?»« Demain. » »« Alors, je vous jure cela. » Ce furent leurs derniers mots ce jour-là. Il lui baisa les mains et s'en alla, en maudissant Éric et en se promettant d'être patient. Bonjour et bienvenue sur le nouveau vlog lecture sur le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Je vais vous dire où est-ce qu'on en est. Donc on a lu les chapitres 9 à 11 inclus. C'était un petit peu long parce que, en fait, vu la longueur des chapitres 12 et 13, je ne me voyais pas couper avant. Parce que la semaine prochaine, sur 2 chapitres, je pense qu'on sera à peu près une durée équivalente de lecture. Donc je vais essayer d'être brève. Sachant qu'en plus, c'est la deuxième fois que j'enregistre ce vlog lecture parce que je suis en train de monter. On est dimanche, il est 1h30 du matin et j'avais pas de son sur le vlog lecture. Je suis ravie. Bon, c'est pas très grave. Ça va faire à peu près 10 minutes de tournage, 10 minutes, un quart d'heure entre le montage et la publication. C'est pas bien long, ça va. Je vais juste repousser le dodo de 15 minutes à peu près, mais bon, ça agace un petit peu. C'est pas grave. Alors, nous sommes à 40% du livre. On est à 2 chapitres de la fin de la première partie. Je ne vous dirai pas les titres des chapitres 12 et 13 parce qu'ils sont un peu spoilants, je pense, beaucoup même. Et j'ai bien tout en tête parce que je viens de faire le montage. Donc, le mystérieux coupé, on a du coup Raoul qui court après... dans le parc, après le carrosse en fait dans lequel il y a Christine et supposément son amant. Ce qui fait que Raoul, tout énamouré qu'il est, il est jaloux. Il est jaloux comme un pou, il la mauvaise. Dans le chapitre 10, qui était le plus long, on retrouve Raoul qui se rend au bal de l'opéra, masqué alors que les aristocrates ne se masquent pas. J'ai bien aimé cette notion-là. Il y a, en gros, ça m'a sauté en fait à l'oreille à la relecture parce qu'un montage c'est une relecture, mais le fait que les aristocrates ne se masquent pas. Donc, je pense que c'est vraiment pas le côté les aristocrates ne s'amusent pas, mais les aristocrates doivent montrer le visage qu'ils ont, en gros. Je l'entends comme ça, moi. Et le bal masqué, mon pauvre petit Raoul, on dirait qu'il se fait mener en bateau par Christine. Mais en fait, comme on est du point de vue de Raoul, on ne sait pas ce que vit Christine. Et je trouve que c'est très riche ça. Parce que Christine, elle a l'air toute flippée. Christine, elle a l'air de pas très bien maîtriser ce qui se passe dans sa vie non plus. Elle me fait un peu pitié. Je sais pas trop ce qu'il en est. Je sais pas ce qu'elle vit avec ce fameux ange de la musique ou avec fort supposément le fantôme de l'opéra ou cet Éric. Je mets ces 3 entités-là, je pense que je les fais fusionner moi. Mais le truc qui est sûr, c'est que je pense qu'elle n'a pas la possibilité de parler de ce qu'elle vit à quiconque, et encore moins sans doute à Raoul, ce qui fait qu'elle est vachement seule. C'est une impression que j'ai. Et en tout cas, je trouve que ces 3 derniers chapitres-là sont beaucoup moins légers que les chapitres d'avant où on avait... les déboires des nouveaux directeurs qui sont confrontés justement à la réalité et aux exigences du fantôme de l'opéra. Je me souviens que ce que j'avais voulu dire aussi dans le vlog lecture, c'est que le bal masqué, l'histoire de
La voix dans les murs et compagnie. Ça me faisait penser beaucoup à Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, dont j'ai déjà parlé. Je mettrai quelque part autour de moi ça. Tiens, je me décale. Je vais mettre ici la couverture de Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Je vous fais un récap rapido de ce qu'est ce livre-là, qui est vachement bien, que j'ai lu en version numérique. On a, si je me trompe pas dans les prénoms, ce qui est possible, on a une jeune femme qui s'appelle Noémie, qui est plutôt de la bourgeoisie mexicaine, avec une famille aisée, qui est très libre en fait de ses mouvements. Elle a des amants, elle va faire des fêtes et compagnie. Et elle a été élevée en même temps que sa cousine Catalina, qui était orpheline et donc qui a été recueillie par les parents de Noémie, donc les oncles et tantes de Catalina. Et là où Noémie, c'est une nana qui prend beaucoup de place, qui ça fait bizarre de pas être centrée, qui prend beaucoup qui prend beaucoup de place, qui est très affirmée. Catalina, elle est beaucoup plus en douceur, beaucoup plus soumise entre guillemets, sans doute à ce qu'on demande aux femmes dans le Mexique des années 50, alors que Noémie, c'est la liberté totale. Et en fait, donc Catalina s'est mariée avec un jeune lord anglais ou appartenant à une famille aristocratique anglaise qui possède des mines dans un patelin au fin fond du Mexique, dans les montagnes, il me semble. Oui, les mines en général, c'est dans les montagnes. Et il y a des inquiétudes par rapport à Catalina parce qu'elle elle envoyait de ses nouvelles par lettres. Et là, les lettres, elles sont un peu bizarres. Donc les lettres font penser au père de Noémie que Catalina est un petit peu en train de perdre les pédales. Et du coup, Noémie est missionnée par son père pour se rendre où vit Catalina et voir si elle va bien ou pas. Je suis en train de parler avec les mains, mais hors cadre, c'est assez drôle. Et au début, en fait, au début des chapitres, on est vraiment à se dire Catalina, elle va pas très bien. Parce que Catalina parle de voix dans les murs, il y a un sentiment d'oppression, une compagnie. Donc Noémie, on sent qu'elle essaye un petit peu de se décaler par rapport à ça, de la rassurer et compagnie. Et le truc qui n'est pas du tout rassurant, c'est la famille aristocratique anglaise qui n'est pas du tout aidante, qui est dans le laisser-faire et dans laisser en fait Catalina dans une certaine détresse mentale, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, on se rend compte que Noémie, elle commence à être pareille. Elle commence à être oppressée, elle fait des cauchemars, je crois qu'elle a des crises de somnambulisme, des trucs comme ça. Et du coup, on se dit, c'est étrange, c'est étrange. On a une vieille maison, des domestiques qui ne parlent pas, qui sont très discrets, la famille est extrêmement discrète aussi. Enfin, on sent qu'il y a une chape de plomb par rapport à tout ça. Et Noémie, elle est peut-être plus armée que Catalina par rapport à ça, parce qu'elle a une personnalité qui est plutôt débordante. Je n'en dirai pas plus, parce que après j'aborderai un peu, j'aurais abordé des spoilers, mais ça me faisait penser à ça. Et à une teinte gothique en fait du récit, où on ne sait pas trop là si Noémie et Catalina dans Mexican Gothic commencent à perdre les pédales, ou Raoul. Est-ce que Raoul, très jaloux, etc., je reviens dans le centre, est-ce que Raoul, très jaloux, est en train de s'imaginer des tas de choses ? Et je trouve qu'il y a l'espèce de facilité aussi de penser que Christine, c'est une pauvre femme fragile, donc elle ne peut qu'être victime d'un homme qui essaye peut-être de la détourner, de lui laver le cerveau, des trucs comme ça. Je pense que c'est un espèce de réflexe qu'on peut avoir encore de nos jours, même quand une femme est là où on ne l'attend pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez 4 heures. Donc voilà, je pense que je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que je pense à mon montage derrière. Ce qui veut dire que dimanche prochain, on va finir la lecture des chapitres 12 et 13 de la première partie. Il y en a un qui est long,
chapitre 13 est très long. La partie 2, que je ne vais pas nommer parce que c'est spoilant, compte 15 chapitres, épilogue inclus. Voilà, on sera à la moitié quand on sera à la partie 2. Je trouve que c'est vachement bien équilibré en termes de durée, je trouve. Et je trouve, un truc que j'avais déjà remarqué, je pense au précédent vlog lecture, Gaston Leroux, il est vachement doué en termes de rythme de phrases, des choses qui vont être très courtes, des choses qui vont être plus longues. C'est très musical, je trouve, comme écriture. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais m'arrêter là. Demain, donc j'ai absolument pas commencé à lire La Bruyère, mais donc pour ceux qui me suivent, demain il y aura La Bruyère. Ça sera certainement plus long que ce que j'ai lu lundi dernier. C'est pas sûr, vu que j'ai pas tourné, que ce soit disponible le lundi à 7h tout pile, parce que j'aurais peut-être pas le temps de le faire. Et en fait, j'aime pas tourner et monter directement derrière, parce que tout de suite, au lieu de faire un truc qui va durer 1 heure, je monte à 2h, 2h30, c'est super long. Donc, j'ai pas forcément la foi de faire tout ça demain, parce que j'ai autre chose à faire aussi. Donc voilà, et mercredi, en théorie, si j'ai bien avancé, on lira n'importe quoi. Je vous ferai une petite chronique littéraire, une chronique littéraire un petit peu en mode vlog lecture, dans le cadre du mois de la fantaisie, même si j'ai dépassé, mais c'est pas grave, je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Le mois de la fantaisie qui a été organisé par Piketty Bookin, dans le cadre de ce challenge de lecture. J'ai proposé différents titres dans une pile à lire, une vidéo il y a 2-3 semaines. Et en fait, je suis en train de lire les livres de William Morris, à savoir Le lac aux îles enchantées et La source au bout du monde, ou La source du bout du monde, de William Morris, qui est un précurseur de la fantasy et qui a inspiré notamment Tolkien. Je m'arrête là, parce que ça va être trop long. Passez un très bon dimanche, profitez du beau temps s'il fait beau chez vous et que vous avez la chance d'avoir du beau temps, parce que là, nous ça commence à venir, donc peut-être. À très bientôt, salut!